que les humoristes balancent à mort sur scène et se brident un peu à la télé et à la radio? Disons que tu as plus de facilité à développer une idée sur scène parce que tu as le temps. Ouais. À la télé et à la radio, tu es dans un média, donc tu sais que quelqu'un peut sortir une phrase du contexte. Oui, c'est pas la même liberté, c'est sûr. Bonsoir Jean-Luc Lemoyne. Salut Thibaut. Thibaut, enchanté, je suis content de passer la soirée avec vous. Au République? Pourquoi ici? Au République. Alors déjà, République pour moi c'est la famille. C'est la famille, c'est le théâtre de Meaux et Samy, le comte de Boudherbala. Ouais. Et c'est un lieu que j'ai redécouvert parce que moi quand j'ai commencé ma carrière c'était le caveau de la République ici. Après ils ont pris ce lieu et en sortie de Covid où on était tous un petit peu perdus, enfin tous ceux qui faisaient du spectacle, et je me suis dit tiens je vais tout reprendre du début. C'est-à-dire que je suis venu ici et j'ai fait des premières parties. Je voulais juste savoir, je voulais reprendre contact avec le public et je voulais savoir si j'aimais toujours le spectacle autant pour les bonnes raisons. Parce que ici, j'arrive pas à savoir, c'est considéré comme une petite salle, moyenne, Alors c'est une des salles les plus bizarres de Paris parce que la scène n'est pas grande. Hein. Tu vois, on est tous les deux et je pense que si on était les Bee Gees, on ne tiendrait pas. Ouais. Mais dans la salle, tu peux monter jusqu'à 500. D'accord. Il y a 500 places et c'est une salle, c'est génial, tu es vraiment au milieu de l'arène là, tu es au milieu du public. C'est vrai parce que là je vois les gens, ils peuvent être juste là quoi, autour. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là c'est une des salles pour le stand-up la plus agréable de Paris. Bon, j'en reviens à ma question du début, je la développe aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a un petit manque de courage des humoristes à la télé et à la radio. Si tu veux, je vois ce que tu veux dire, mais déjà tu es dans un exercice qui est compliqué, qui est la rubrique. La plupart du temps. Oui. Donc tu peux montrer ce que tu sais faire. Par exemple, si tu es un peu en mode sniper et que tu peux improviser, on va choper des trucs de toi. Si tu es dans une rubrique, c'est quand même très très cadré, quoi. Mais est-ce concrètement, est-ce qu'il y a une peur de se faire choper et une peur? Moi, j'ai jamais été dans les médias en ayant peur de quoi que ce soit. Ouais. Par contre, à chaque fois, ce que je fais sur scène est beaucoup plus subversif que ce que je faisais en télé ou en radio. C'est ça le truc. Parce que j'étais au service d'une émission. Quand tu fais de la télé, par exemple, faut que tu fasses un produit télé. Tu peux pas faire un truc face caméra et puis balancer des trucs. Donc quand j'étais, par exemple, dans Touche pas à mon poste, je faisais une rubrique qui était vraiment de la télé. Je faisais les questions enquête tiers et c'était une rubrique que je pouvais pas décliner sur scène. Oui. Alors, en faisant ça, je me tirais une balle dans le pied parce que les gens qui venaient sur scène ne savaient pas toujours ce que je faisais sur scène et souvent étaient surpris dans le bon sens du terme parce qu'ils se disaient putain, on pensait pas qu'il allait aussi loin sur scène. Mais est-ce que les humoristes ne se brident pas, parce que je l'entends, le truc on peut plus rien dire. Tout le monde l'entend, Coluche il faisait des trucs qu'on pourrait plus faire aujourd'hui. Mais est-ce que les humoristes ils sont pas allés tout seuls dans ce truc? Par peur des représailles et de la violence sur les réseaux sociaux, par peur d'une certaine violence en extrapolant Charlie Hebdo et des dessins et des caricatures. Voilà, est-ce qu'il n'y a pas un petit moment où on a peur, on va arrêter de faire des conneries? C'est vraiment, je me pose cette question. Je pense pas que tu avances avec la peur. Si tu y vas, tu peux pas avancer avec ça. La seule différence, c'est que déjà, moi je suis contre cette idée reçue qui est c'était plus facile avant, ils osaient, tout ça. Non, les Coluche, les Desproges, les Bedos, ils osaient, mais parce qu'ils avaient du courage déjà. C'était super compliqué, c'était une censure d'État. Là maintenant, c'est une censure beaucoup plus populaire. C'est-à-dire que maintenant, tu as les réseaux sociaux, tu as plein de choses. Mais moi, je sais que quand je monte sur scène uniquement si j'ai l'impression d'avoir quelque chose à raconter. C'est-à-dire que je ne monte pas sur scène juste pour faire des blagues. Il faut qu'il y ait un peu une l'idée, c'est pas de donner des leçons, c'est pas d'imposer mon point de vue, mais par contre, c'est de dire, profitons de l'espace qu'on a sur scène pour développer une idée, pour aller sur des sujets un peu difficiles. Alors justement, liquidation. C'est le spectacle du moment. La mise en scène, parce que vous, il n'y en a pas, vous êtes comme ça. Alors, vous considérez qu'il y a de la mise en scène quand même? Si, il y a la mise en scène parce que non, même pas, j'ai même pas de micro-main. Vous êtes habillé en noir? Moi, la captation que j'ai vue, vous êtes en noir. Bleu marine. On va pas chipoter. Non, mais c'est pas grave, c'est la cataracte. Précoce. C'est rien. Donc là, vous êtes là, et il faut quand même montrer quelque chose, donner quelque chose. Vous pouvez pas juste être un robot qui donne un texte. Non, mais on n'est jamais un robot. Déjà, quand tu montes sur scène, déjà tu te fous à poil et tu vas avec les gens. Mais après, chacun met l'énergie où il veut. Quand tu voyais Blanche Gardin, elle est immobile derrière son micro et dégage quelque chose quand même sur toute la salle. Il y en a qui ont besoin de beaucoup bouger pour tenir leur public. C'est vraiment selon l'artiste. Il n'y a pas de règle. T'es pas obligé d'en faire des caisses et faire des roulades pour être charismatique. C'est autre chose. Il faut que le contact se fasse. Et vous êtes à l'aise sur scène ou pas?
Ouais, moi c'est là où je me sens plus à l'aise. Parce que les gens vous connaissent en effet comme un... Je sais pas si ça se dit un humoriste de télé ou un humoriste de radio. de plateau. De plateau. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas tout à fait le même métier quand même. Enfin, pas du tout. C'est pas du tout le même métier. Et puis moi, je suis arrivé à la télé et à la radio par accident, grâce à Laurent Ruquier. Moi, mon métier, il était là. D'accord, l'origine, c'est là. Ouais, c'est là. Et est-ce que vous êtes parfois ici ou jamais pour aller voir d'autres humoristes? Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais, c'est... Et alors là, est-ce qu'on voit les trucs où on arrive à se dire, ok, là, je prends mon spectacle et je le regarde avec plaisir? Souvent, les spectacles, c'est donner l'illusion de l'improvisation. Ouais. Donc, quand... moi, je m'ennuie en tant que spectateur quand je peux finir les vannes avant la personne qui est sur scène. Ouais, ah oui, ça arrive. Ça arrive souvent, ouais, parce que tu vois on voit venir le fil, exactement. Tirer, ouais. Et donc, quand quelqu'un me saisit, et ça arrive souvent, je suis vraiment spectateur et je suis vraiment content, quoi. Dans mes spectacles, j'écris aussi, j'essaie d'écrire de manière à ce que les gens puissent pas savoir où je vais. Ouais. Ça m'embêterait vraiment. Oui, c'est vrai que j'ai regardé Liquidation et en fait, parfois, je me dis, mais attends, pourquoi on en est là? Je ne comprends pas. Là, on est passé du coq à l'âne en 2 secondes et c'est passé. C'est passé parce que la logique du spectacle se fait sur la longueur. Ouais. C'est pour ça que j'ai toujours du mal quand on me demande de sortir un extrait du spectacle ou de le résumer en une phrase. Ça, les humoristes détestent. Moi, j'ai beaucoup de mal si tu as vu le spectacle. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, d'abord, j'ai regardé la bande-annonce d'1 minute. Parce que j'ai reçu les deux, là. Bande-annonce, c'est vrai, le spectacle d'1 heure. Il est assez long d'ailleurs. 1h40, ouais. Ouais, c'est long. Et je me suis dit, j'ai pas compris la bande-annonce. Et après, j'ai retrouvé les blagues que j'avais vues dans la bande-annonce. Et là, je vois autre chose. Là, je comprends. Là, ça me fait rire. Là, c'est le problème de la bande-annonce. Ah ouais, la bande-annonce. En général, mais je parle pas de la mienne, mais des bandes-annonces. Ouais. Et pour le spectacle vivant, c'est encore pire. De toute façon, une captation pour un spectacle vivant, c'est toujours, c'est une connerie. C'est toujours réducteur. Vous servez des mecs au premier rang là, pour leur faire des petites vannes et tout? Un peu, mais moins d'autres, j'ai l'impression. Moins, c'est-à-dire que je veux pas que ce soit systématique. C'est un peu ringard, non? C'est devenu un peu ringard. Non, j'en sais rien. Je vais dire la vérité. En fait, en humour, il faut rester toujours très humble. Ouais. C'est des cycles. Moi, quand j'ai commencé à faire de la scène, il y a 30 ans presque, si tu veux parler au public, les invectiver, c'était réservé au cabaret. Ouais. C'était réservé au cabaret. On était plutôt dans une phase où tu faisais des sketchs à personnages. Avec un quatrième mur, avec c'était l'époque, la grande époque, Robin, Palmade et d'autres. Et puis après, c'est tombé un peu en désuétude. On a eu le modèle américain, on se dit putain, c'est super moderne et tout. Mais quand tu vois les comédie clubs aujourd'hui, c'est les cabarets. Et là, ici, c'est bien qu'on soit là parce que le Caveau de la République, c'était un cabaret. Et donc, les mecs à l'époque, déjà, ils faisaient la tournée des cabarets. Ils allaient ici, ils allaient au Don Camillo. Et c'était les comédie clubs de l'époque, avec des gens qui parlaient au public. C'était exactement ça. Donc finalement, c'est un état de recommencement. Là, pendant longtemps, les gens, et d'ailleurs on communique beaucoup sur Insta, sur YouTube, sur TikTok, sur les interactions avec le public, et de tracher le public un petit peu. On vit une époque bizarre quand même. C'est-à-dire qu'on est dans une époque où les gens sont plutôt fragiles. Oui. C'est-à-dire que s'ils se sentent offensés, tout de suite c'est un scandale. Par contre, il y en a qui payent très cher pour venir au premier rang pour se faire tracher en public. Il y a un truc paradoxal, on est à la limite du club sadomaso, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a un club anonyme des humoristes pour savoir où est la limite pour pas vexer les gens? Parce que c'est un des grands thèmes de votre spectacle, c'est ça. Et vous voulez choper direct. Je vais vous faire un essai. Vous commencez comme ça. Je vais vous tester là, voir le curseur. Et je dis en fait toute la thématique du spectacle dès la première phrase. Je dis, moi je mise toujours sur l'intelligence des gens. Ouais. Voilà. Et puis après, vous les prenez pour des cons. Non, après, vous prenez pour des cons. Et vous prenez les hommes pour des cons. Non, j'explique juste que parfois j'ai eu des surprises. Ouais. Et je me dis juste que non, je pense qu'on est vraiment. Moi, je pense que le public est intelligent, mais je pense que tout est mis en œuvre pour qu'on soit tous de plus en plus crétins. Ce qui est très ingrat dans l'humour, c'est que tu sais, c'est comme le foot. Il y a autant de sélectionneurs que de Français, et en humour, il n'y a pas de nuance. C'est-à-dire que soit t'es drôle, soit t'es navrant pour les gens. Ouais. Tu vois, tu vas voir un ballet à l'opéra, tu te dis, de toute façon, moi j'y connais rien en ballet, c'est pas pour moi ce genre de spectacle, espèce de distance un peu pudique. Alors que en humour, tu dis juste. Tout le monde se sent capable de juger, de se dire juste, en général, de toute façon, c'est assez basique. Hein. Soit c'est très drôle, soit c'est de la merde. Donc, il faut accepter de vivre avec ça. Juste ça. De se dire que pour certains, t'es quelqu'un de très drôle et pour d'autres, t'es la personne la plus navrante. Mais alors, ça veut dire que chaque humoriste a son public? Ouais, de plus en plus. Et puis, je trouve que ça s'est accentué
avec le Covid. Ah ouais. Non, mais pour une simple raison, c'est qu'il y a plein de gens qui ont émergé grâce aux réseaux sociaux, grâce à Insta et tout. Et tu remarqueras peut-être, souvent dans les salles, le public ressemble à la personne qui est sur scène. Donc c'est-à-dire que vous avez quoi? Vous avez des cinquantenaires Alors fais gaffe à ce que tu vas dire quand même. Parce que là, je veux dire... Parce que vous avez des gros tocards dans la salle. Fais attention. Vous connaissez le public, c'est-à-dire que vous savez à peu près... Non, non mais c'est presque sociologique. Non mais c'est presque sociologique, c'est sûr et certain. Moi je crois beaucoup, c'est tout con, hein, mais c'est mon côté un petit peu naïf. Je me dis toujours que si on rit des mêmes choses, c'est qu'on n'est pas si différents. Et je crois encore qu'on... Moi j'ai envie de discuter avec tout le monde parce que tu poses une question essentielle qui est est-ce qu'on peut rire de tout? Moi je suis beaucoup plus pessimiste que ça. Je pense que la question n'est pas là. La question c'est est-ce qu'on va continuer à dialoguer? Mais en fait, là, vous posez une question dans le spectacle, vous dites, est-ce que l'humour va mourir? Oui, alors un peu avec provocation, liquidation ça s'appelle comme ça parce que je me pose des questions sur notre société en se disant est-ce que notre société est en liquidation totale comme une société commerciale? Et puis voilà, et donc je fais une espèce de bilan et je passe tout en revue et je me dis juste voilà, c'est acté de toute façon qu'il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut plus rire et on ne peut plus rire avec... Chacun reste dans sa communauté. J'essaie de faire exploser ça, mais la question derrière tout ça, c'est de se dire juste, mais est-ce qu'on va continuer juste à parler? Je crois qu'on est tellement c'est-à-dire flippé. Que l'humour, ça y est, c'est foutu, en gros. Ouais. Pour faire simple, chacun rit de son truc, de ce qui l'amuse dans sa communauté, dans ses idées. Bon, est-ce qu'on va aller encore plus loin dans la discussion, quoi? Même discuter, on pourra plus. Ouais, c'est ça. Si on prend conscience de ça, que finalement, alors qu'on est de plus en plus connectés, qu'il y a de plus en plus de moyens de discuter ensemble, on parle de moins en moins. Moi je crois je te dis à l'intelligence des gens et je me dis juste qu'on peut réagir par rapport à ça. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait, je sais pas, qui est le dernier humoriste à avoir rassemblé tous les Français? Gad Elmaleh, globalement? Non mais c'est vrai, ou vraiment être capable de remplir des salles, d'avoir des tout publics, tout... Non? Jamel un peu? Le dernier, il y en a plein qui font... Mais vraiment d'avoir un public large qui parle à tout le monde, je sais pas. Avant, tu avais des médias de masse, et ce qui fait que tout le monde avait le même canal, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, des succès comme Les Inconnus, par exemple, ils avaient un public à la télé, sur scène, et c'était très mélangé, parce que tout le monde regardait le même... le même référentiel. Exactement. Ouais. Là, maintenant, chacun consomme ce qu'il veut, donc tu peux faire du comique de niche et remplir des salles immenses. Il y a eu un grand sujet chez les humoristes. C'était quoi l'année dernière? La fameuse blague de Guillaume Meurice. Ouais. Ça, c'était un truc, tous les humoristes, on leur a demandé de trancher et tout. À quel moment on détermine qu'une blague est raciste? Je pense que le problème que tu as aujourd'hui, c'est si tu vas sur des sujets un petit peu clivants, faut être sûr de bien te faire comprendre. Si ça laisse libre cours à l'interprétation des gens, tu maîtrises plus ton truc, c'est-à-dire que tu as quelqu'un peut-être de mal intentionné qui va te prêter des intentions que tu n'as pas, et ça devient très compliqué. Aujourd'hui, tu dois être prêt à faire service après-vente. Et donc il faut que tu puisses te justifier, mais le problème dans tout ça, c'est que tous les humoristes le diront, c'est-à-dire que quand tu es obligé d'expliquer une vanne, c'est toujours une petite défaite parce que on fait pas ça pour ça justement, on est là pour bousculer, et puis après ça peut arriver qu'on rate des vannes. Et qu'on aille sur des sujets... Moi, j'essaye toujours d'aller sur des sujets un petit peu compliqués, mais je me force à rien. C'est-à-dire que si je me dis, est-ce que j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à dire sur le sujet, je vais pas y aller pour choquer le bourgeois, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà quitté la salle? Ça m'est arrivé sur mes premiers spectacles. Parce qu'on s'ennuie, ou parce qu'on est choqué, ou parce qu'on les deux, d'ailleurs. Des fois, alors, il y a toujours une histoire. Moi, je me rappelle sur mon premier spectacle, il y a des gens qui se sont barrés. Je dis, ils s'ennuient, quoi. Ouais. Et en fait, ils étaient partis... Est-ce qu'ils avaient une alerte par SMS pour dire Pas du tout. Pas du tout. Il se trouve que les toilettes étaient derrière la cage de mon régisseur, et ils m'ont expliqué, ils étaient partis niquer. Ah ouais. Voilà. Donc je me suis dit, putain, j'ai un truc aphrodisiaque dans le spectacle. J'ai trouvé ça intéressant. Voilà. On y va? Ouais. Ici, c'est super chaleureux, par exemple, parce que tu es au milieu du public, il y a des salles où tu sais que mécaniquement, tu as un balcon, les gens qui sont sous le balcon, sous la casquette, comme on dit, ils vont mal entendre, donc ils sont un petit peu isolés. Tu as des salles. Oui, il faut penser à ça. Il faut penser à tout. Tout. Non, alors ça m'intéresse, parce que si je prends des places dans un théâtre, on va dire un peu classique, c'est quoi la meilleure place?
pour vraiment sentir La meilleure place, elle est si tu, enfin ça dépend. Si t'es financièrement, je fais ce que je veux. Si t'es dans le délire sadomaso et que tu veux absolument te faire tracher premier rang, tu vas comme ça, t'y vas. Sinon, mets-toi au 3, 4e rang. T'es vraiment très bien. T'es au milieu du truc. Et en général, on ne viendra pas te chercher. D'accord. Ah oui, 4e rang, on va pas. C'est trop loin, vous le voyez pas. Même si moi, ça m'était arrivé sur un spectacle. Justement, je me suis dit, il y a des gens, donc je descendais dans la salle et j'allais chercher au dernier rang. Ah oui, vous croyez que vous allez aller les chercher. Et non. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de solitude ou non jamais quand vous me dites oui, je fais 6 mois au même endroit, bon bah j'ai fini mon spectacle, j'ai pris des rires et d'un seul coup. Non, ce qui est difficile, c'est quand tu es en tournée. Quand tu es en tournée parce que. Ça existe vraiment. Vous me dites, j'arrive à l'hôtel le soir. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas sortir, c'est ça le problème, Julien? Ah si, on peut sortir. Les gars sont déconnés. C'est comme ça que ça marche. On est enfermés les gars, on peut pas. Allez. Non, parce que Julien, je ne voulais pas présenter, il a quand même les deux mains sur la caméra et lui, il est en difficulté pour mais toi, t'as les aucune actions. excuse. Oui, c'est vrai, mais j'attendais derrière Julien pour sortir, qui est resté bloqué. Merci, Jean-Luc. Ah oui, donc en tournée, il peut y avoir quand même un... Non, ce qui est difficile en tournée, c'est que tu vois, quand tu es dans une jolie salle de province, tu as communié avec le public et tu les vois vite fait, et après, ça s'envole comme une volée de moineaux, quoi. Donc tu te retrouves tout seul dans une ville déserte, et souvent avec les restos qui sont fermés. Donc c'est quoi la pire ville? Allez, fâchez-vous avec une ville. Lons-le-Saunier, vous faites, Bar-le-Duc, tout ça, vous adorez, quoi. Ouais. Ah là, je te dis, Nouzonville bientôt. Tu viens avec moi? Je connais pas de Nouzonville. C'est à côté de Charleville-Mézières. Ouais. Donc Charleville-Mézières, tu te dis qu'a priori, c'est pas la ville la plus rigolote. Donc là, c'est en dessous de Charleville-Mézières, c'est Nouzonville. Et c'est des salles de combien de personnes? Ça dépend. Ça va de 200 à 800. C'est quoi la plus grande salle que vous ayez jamais faite? La plus grande salle en solo, c'est peut-être Olympia. Ah oui, 2000. Ouais, 2000. Et en plus, moi, c'était un rêve quand je commençais de faire l'Olympia. Et les lettres rouges. Ouais, c'est ça. Et puis là, j'ai cumulé parce que le jour où j'ai fait l'Olympia, c'était diffusé en direct à la télé. Donc j'étais dans 700 000. Pas mal. Voilà. Ouais, donc 700 2000. Ouais, exactement, 700 2000. Moi, ce que je veux, c'est essayer d'éviter la vanne gratos. Ouais. La vanne gratos où finalement c'est de la paresse intellectuelle. Voilà. Ouais. C'est ça qui m'embête. C'est pas tant quand je dis les vannes sur les Asiatiques. Moi, s'il y a des bonnes vannes sur les Asiatiques, très bien. Ouais. Si par contre c'est quoi une bonne vanne sur un Asiatique? J'en sais rien. J'ai pas trop travaillé le sujet. Mais ça c'est le pire de demander à un humoriste fais-moi rire avec une blague. Ouais, non. Hors contexte, c'est compliqué. Ouais. On vous demande beaucoup ça. Ah, mais toi, tu dois être drôle, toi. Parce que vous devez décevoir des gens. Bien sûr. Moi, je me rappelle quand j'allais voir mes parents en Bretagne. Ils se sont installés en Bretagne à leur retraite et je me rappelle, j'étais venu et il y avait les voisins qui étaient là et ils ont dit tiens, on va vous présenter notre fils et tout, et je passais déjà à la télé, j'avais plutôt une image d'humoriste de rigolo, quoi. Ouais. Et ce qui fait que tu sais, t'es à l'apéro et tout le monde te regarde. Ouais, genre quand est-ce qu'il va être marrant? Genre, je suis sûr que même en mangeant une cacahuète il est rigolo. et au final, que dalle. Ouais, bah oui. Et après mon père m'avait dit, ils m'ont dit après il n'était pas très, très drôle, même il me mettait mal à l'aise. Et là, je me suis dit... Non, mais moi, je déteste, tu sais, cette injonction où le pire, c'est quand tu fais une soirée entre humoristes. Ouais. Alors, il y en a, ça se passe très bien, et puis des fois, c'est la guerre. C'est à celui qui va être le plus drôle, et au bout d'un moment, ça dérape, quoi. C'est-à-dire non, mais c'est-à-dire que... C'est-à-dire que ça dérape? Non, mais ça dérape, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est épuisant, c'est-à-dire que les gens font que des vannes. Ouais. C'est-à-dire que tu parles avec un humoriste, et en fait, tu ne discutes pas avec lui, il est en train de tester une vanne sur toi, et il veut prendre le lead en se disant, il faut absolument que même le serveur ou la fille de la table à côté se dise que c'est moi le plus drôle de la table. Ah oui. Et là, tu dis, on peut discuter de ce qu'on... Voilà. Parce qu'on dit souvent que les humoristes sont sinistres à côté. C'est pas tout à fait vrai. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des clichés. Ils sont aussi. Tristes, qu'ils sont. Non, peut-être qu'ils sont lucides. C'est une belle manière de le dire. Ouais, non, mais c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu veux écrire sur des trucs, il faut quand même que tu aies une conscience de ce que tu vis, dans la société dans laquelle tu vis. Donc, actuellement, est-ce que tu as vraiment beaucoup de raisons de t'enthousiasmer? Ouais, non. Enfin. Tu parles de mon spectacle ou... Ouais, non, mais vous.
c'est drôle, mais c'est pas enthousiasmant. Je veux dire, on se dit pas mais tout va bien. Et demain, c'est demain les jours meilleurs, quoi, les jours heureux. Alors je sais pas comment est-ce que tu as vu la capta, mais moi justement ce qui ressort, c'est que les gens disent putain c'est libérateur quoi. C'est libérateur de poser tout ça sur la table. En fait, vous dites que les gens sont un peu demeurés. Enfin, ce que vous disiez tout à l'heure, ou en tout cas on pousse les gens à devenir demeurés. Mais donc ça veut dire que les gens qui sont dans le public en font partie de tout ça. Et ils se font de la gueule. Non, parce que... je veux dire, pardon, il y a une partie sur les platistes. Il y a forcément des platistes dans votre public. Ouais, mais il y a forcément des mecs qui vous moquez des gens qui font des stories avec des filtres. Tout le monde fait ça. Et vous foutez d'eux, ils se marrent. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu vois, c'est que là, tu mets vraiment quand même dans le même sac les gens qui font des selfies et les platistes. C'est-à-dire que toi, la nuance... Oui, mais en même temps, c'est pas moi. Vous les enchaînez, les deux trucs. Ah bah oui, je pense que les deux sont à 3 minutes d'intervalle. Oui, ouais, mais si tu veux, c'est un constat. Et l'idée, c'est pas dire tout le monde est crétin, c'est de se dire pourquoi on en est là, et puis surtout si les gens rigolent, c'est parce qu'ils reconnaissent des trucs. Et puis souvent tu te reconnais pas, tu reconnais ton voisin. C'est très rare les gens qui disent ah putain le crétin c'est moi je crois. Tu t'aperçois aussi que je trouve que sur les réseaux sociaux la parole a été laissée aux crétins pour la plupart. Et moi je suis pour et un farouche défenseur de la liberté d'expression, mais je suis absolument contre l'anonymat. Ah oui. Ouais, vraiment, je pense qu'on doit pouvoir dire ce qu'on veut, mais la seule responsabilité c'est d'assumer ce qu'on dit. Ouais, certains vous diront que dans certains pays, l'anonymat... Je suis d'accord, mais en France, non. En France ça s'impose pas. Ouais, non. À quel moment vous vous dites, bon c'est ça que je veux faire, c'est ce métier-là? C'est venu tard, j'adorais depuis que je suis gamin. Vous voulez faire quoi quand vous êtes gamin? Le premier job que je voulais faire, c'était président de la République. Ouais, c'est bien ça. Voilà, d'après ma mère. Ça a un lien avec l'humour. Actuellement. Mais non, mais c'était ça. Et puis après, j'ai voulu être pâtissier parce que j'aimais les tartes aux pommes. Donc c'était assez flou au niveau de l'orientation. Et puis, depuis tout gamin, j'aimais écrire. J'ai commencé à écrire des nouvelles humoristiques très tôt. Et je pensais pas que je pourrais en faire un métier. Et quand j'ai vu qu'il y avait peut-être une possibilité d'eux, je me suis engouffré dedans. Et ça arrivait quand, comment, à quel âge? Parce que vous avez fait des études? Ouais, j'ai fait un bac plus 4. Ouais, mais en quoi? J'ai fait maîtrise de pub. Ok, voilà. Donc vous avez quand même à ce moment-là l'idée de faire ce métier-là? Oui, parce que c'était le seul métier où je me disais que ça ressemblait à peu près à ce que je voulais. J'avais une vision un petit peu fausse du métier de concepteur-rédacteur qui s'approchait finalement de petits courts-métrages ou de sketchs. Et donc je me suis dit, bon allez, il faut que je fasse un métier, donc autant faire un métier qui se rapproche le plus de l'humour possible. Et donc j'étais parti là-dedans. Et vous êtes déjà sur scène, vous faites déjà un peu d'humour à côté pendant ces études ou non? Si, moi j'ai commencé, là, j'ai fait bac plus 4 et j'ai commencé en année de terminale et j'ai commencé à la fête de mon lycée à Longjumeau et j'étais en terminale et est-ce que maths. Ce jour-là ça a marché? Bah ouais, mais c'est pour ça que j'ai continué. Ouais. C'est la chance. Ce jour-là, ça aurait pu être un four immense. Ah bah j'aurais arrêté. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai joué devant 900 personnes. C'était la fête du lycée, c'était blindé le théâtre. 900 personnes 900 personnes pour la première. Et t'as 900 personnes qui se marrent. C'est un lycée en banlieue parisienne, à Longjumeau, donc dans l'Essonne. Et voilà, c'était l'événement de l'année de... 900 personnes, il y avait un paquet d'humoristes qui ont envie de faire 900 personnes. Hein. Ouais, mais sauf que si tu te plantes devant 900 personnes, sachant que c'est les gens avec qui tu es au lycée. Tu retrouveras le lendemain. Exactement. Ouais. Et moi, ça a été l'effet inverse. J'ai eu la chance que ça marche, le premier sketch. Et du jour au lendemain, les gens me disaient bonjour. Me disaient bonjour dans le lycée. J'étais transparent avant. Je crois que les gens ne savaient même pas que j'étais au lycée. C'est qu'il est dans notre lycée. Vous vous souvenez du premier sketch? Bien sûr. Bien sûr. Est-ce que j'étais en terminale de maths et je faisais des devoirs de maths avec mon binôme qui s'appelle David. Et un jour, je sais pas comment, on a improvisé un faux numéro de ventriloque. Ok. Et donc, j'ai commencé ma carrière en faisant la fausse ventriloquie. Ouais. Donc je prenais mon pote sur scène, je lui mettais la main dedans, dedans. Oui, je vois l'idée. Ouais. Pendant 4 ans, je fais ça en parallèle de mes études. Et puis j'ai commencé à faire tous les cafés-théâtres de Paris et toutes les scènes ouvertes. Et donc là, il y a quand même... j'imagine que c'est pas des années, même financièrement, ça doit pas être la panacée là. Ah non, c'est un risque en fait. Ou vous vous en rendez pas compte que c'est un risque?
Mes parents me le rappellent. Me le rappellent en permanence. C'est une grosse source d'inquiétude pour eux. Ils disent putain, mais quel dommage. Quel dommage. Pourquoi tu t'es gâché comme ça? Ah oui, eux, ils pensent à ça. Ah ouais. Pour eux, de toute façon, moi j'ai commencé. Mes parents sont venus me voir sur scène 10 ans après mes débuts. Pendant 10 ans, il y avait un déni. Ils se disent, non, ça va lui passer. Ouais, il va revenir à la raison. Et puis voilà, moi j'ai commencé vers 18-19 ans à jouer et j'ai commencé à être imposable 8-9 ans plus tard. Hein. Ah ouais. Ouais, c'était c'est quoi le premier vrai succès? Le premier vrai succès, c'est une pièce que je joue au point virgule, que je coécris avec un Fabrice Blin avec qui je faisais de la radio et qui s'appelle Mon colocataire est une merde. Voilà. Ouais. Et là, ça marche? Et là, ça marche, c'est un truc de fou. On jouait un an, à l'époque, au petit point virgule, il y avait 3 horaires et on jouait donc à 22h15 et on bourrait tous les soirs à 22h15, 140 personnes. Tard, ouais. Et alors tu te dis, putain, qui veut voir un spectacle à cette heure-là? Et ce qui fait que... Tous ceux qui habitent en coloc en Paris. Ouais, c'est ça. Ça fait du monde. Mais pour les pièces de Café Tête, un titre accrocheur, c'est essentiel. C'est essentiel. Mais en même temps, quand je vois ce titre, je me dis, je vais pas voir un chef-d'œuvre. Non. Mais il n'y a pas de fausse promesse. Ouais. Tu sais ce que tu vas chercher. Ouais, je vois l'idée. Mais bon, ouais, allez. Bonjour. Bonsoir. Thibaut, enchanté. Le beau gosse. Comment il va? Le maître des lieux. Merci de nous accueillir. On s'est rencontrés un peu par hasard il y a 6-7 ans maintenant, ça passe vite. On avait une amie en commun et puis on a accroché assez vite et il m'a fait un cadeau absolument magique. C'est qu'il est venu chez moi pour cuisiner pour mes 50 ans. Ah ouais. Et c'était il y a combien de temps? On donnera pas ton âge. Le problème c'est qu'il y aura un gros indice. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. Aujourd'hui sur internet. Ouais, non, c'était il y a 5 ans. À l'époque, quand on discutait, il avait pour projet d'ouvrir, puis maintenant c'est... Il y a le resto, il y a plein de choses. C'est le restaurant dans lequel on vient après le spectacle, pour pas rester seul. Exactement. Avec Florian, ce qui est bien, c'est qu'il y a le choix. Là, on est au gastro, il y a aussi le bistrot, il y a même la pâtisserie. On est bien. Vous nous montrez? Non, pas trop mal. Allez, c'est parti, on y va. Ici, ça s'appelle quelque part les abysses. D'accord. Donc, c'est aussi pour ça cette ambiance. Ok. Donc, on mange du poisson? Exactement, poisson, accord terre-mer aussi, pas mal de végétal. Et l'univers est vraiment pensé pour ça, le côté vraiment vert, bleu. Et vous allez voir, on va aller dans la pièce principale où on descend vraiment dans les abysses en face de la cuisine. C'est notre atmosphère. Ah ouais. Thibaut, il y a des caméras de surveillance, donc tu pourras rien gauler. D'accord. Ok, non mais je préfère le savoir. Quand on voit la précision là, il y a une forme d'exigence absolue tous les soirs, tout le temps. Et c'est un peu pareil pour vous, je vais faire des parallèles. Ouais, vas-y. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que tous les soirs, il faut s'y remettre. Tous les soirs, il faut refaire, retravailler, repenser. De toute façon, je pense que le vrai point commun, oui, c'est que tu peux pas te reposer en disant tiens, ce soir c'était bien, donc demain je peux lâcher. Ouais. Je peux lâcher. Non, tous les soirs il faut y retourner et de se dire que tu joues pour les gens et tu cuisines pour les gens qui viennent et pour eux c'est leur première, quoi. Donc non, tu peux jamais relâcher la pression. Et comment on va chercher, je pose la question à tous les deux, l'inspiration pour créer un plat, trouver une blague? Ça vient d'où? Je peux répondre pour créer un plat, trouver une blague, c'est moi. Ouais, ça m'arrange que moi, pour créer un plat, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Non, créer un plat, c'est vrai que moi j'ai beaucoup d'admiration pour la mémoire que ça demande pour quand tu fais un one-man show. C'est quand même, faut la mémoire, faut avoir le sens du rythme. Nous, il y a le sens du rythme, mais il y a plus la créativité vraiment, et ça, c'est les années d'expérience. Mais ça va chercher où? Est-ce que c'est presque... Parce que maintenant, on dit que les chefs sont des artistes. Il y a quand même un truc à aller chercher, une sensibilité, quelque chose à montrer, à donner. Enfin, ça peut pas être que de la technique, quoi. Ce qui fait chaque chef, c'est sa sensibilité, sa technique, mais sa sensibilité et son palais aussi. Vraiment, c'est ce qui fait la diff. La vanne, moi je me dis toujours, est-ce que de quoi tu parles, quel est le sujet que tu veux évoquer? Et je monte jamais sur scène en me disant, je monte sur scène juste pour me faire plaisir. Je me dis toujours que j'ai l'illusion d'avoir quelque chose d'intéressant à dire sur un sujet concernant pour les gens. Tout à l'heure, tu parlais du platisme. Le déclic, ça a été un sondage que j'avais vu passer dans la presse où il disait qu'un jeune sur 6 pensait que la Terre était plate.
Donc là, je me suis dit, tiens, ça m'intéresse de savoir pourquoi on en arrive là. Mais l'idée, c'est pas de se dire les platistes sont des crétins. L'idée, c'est de se dire pourquoi on en arrive à ce pourcentage, c'est quoi le processus et ce qu'il explique et ce que ça raconte sur notre société. Le chef a travaillé un univers autour du haddock et de la patate douce. Et le fil conducteur en fait de sa cuisine, ce sont les sauces. Et en général, il a à cœur toujours de faire commencer avec une sauce. Donc là, avec une crème servie glacée de peau de patate douce et peau de haddock, avec myrtille fraîche, avec un tataki de patate douce. On a découvert, s'il vous plaît. Graines de sésame noir tout autour, surmonté d'un cube de haddock, crème accrue, avec un suprême de citron, zeste de citron vert et cerfeuil. Et on termine avec l'arête croustillante. Elle est à l'encre de sèche, avec une mousseline de patate douce et patate douce en pickles, gel de myrtille accrue et rillettes de haddock. Nos sauces, elles infusent 24 heures et elles cuisent 24 heures. Et on les fait en 3 temps. Moment Ruquier. Ouais. Donc Ruquier vient vous voir. Ouais, il vient donc à cette spéciale au petit marinier. Ouais. Vous savez? Ouais, bah je sais, donc je suis comme ça. Et puis plus de nouvelles. Mais zéro, même pas bien, pas bien. Non, quelle année? 99. Le 13 décembre 99. Ah ouais. Ah, vous savez. Ah ouais, je me souviens très bien. Parce que c'est là où ça bascule et... Et parce que je me rends pas compte, à l'époque, Ruquier, il a déjà cette réputation d'être un découvreur de talent, d'être... Ouais, bien sûr. C'est toujours quelqu'un qui a aimé s'entourer de gens. À l'époque, il était déjà sur Europe 1 avec On va se gêner. Et donc pas de nouvelles, donc je lui dis bon bah il a pas dû aimer, voilà, c'est tout. Et puis 6 mois plus tard, pendant l'Euro 2000, je reçois un coup de fil, l'assistant de Laurent qui me dit est-ce que vous voudriez faire des essais chez Laurent On va se gêner, je fais oui, je vais regarder mon planning. Je vais voir si j'ai un peu de temps. Ouais. Alors, ça tombe bien, j'avais rien à faire. Mais donc j'y suis allé. Il fallait pas le dire. Non, il fallait pas le dire et j'y suis allé et j'étais pétrifié, quoi. C'était le syndrome de l'imposteur. Ah ouais, à ce point. Ouais, parce que à l'époque, t'avais que des gens qui tenaient bien le micro, quoi. Qui tenaient bien le micro et qui avaient tous une réputation. T'avais Bravo, t'avais Alonso, Mergo, t'avais Bénichou, t'avais... sa place. Ouais, et puis toi t'arrives, c'est-à-dire que quand j'arrive dans le studio, je pense que les gens se disent excusez, là c'est le public, c'est là-bas, c'est là-bas, donc toi t'arrives, j'avais 30 ans déjà, mais j'avais une tête vraiment juvénile, et j'y suis allé, et très sincèrement, j'étais très mauvais. Ah ouais? Ouais, très mauvais. Ma mère me disait après, c'est bien, t'as parlé 3 fois. Sur 1h30, c'est pas beaucoup. Et je sais pas pourquoi, et je lui en serai toujours reconnaissant. Laurent a dû sentir que il fallait me laisser un petit peu de temps. Et donc il m'a laissé m'installer. Et donc à ma grande surprise, j'ai fait 3 émissions en juin 2000. Et il m'a rappelé à la rentrée. C'est reparti. Et puis là, concours de circonstances, à l'époque, cette année-là, Laurent commence, on a tout essayé en bimensuel sur la 2. Ouais. Et ça marche tellement bien que l'année suivante, il passe en quotidienne sur France Télévisions. Ouais, ça fait un petit changement. Voilà. Et là, il faut étoffer l'équipe, notamment pour les jours où Franck Dubosc n'est pas là. Et donc, moi, comme j'étais dans l'équipe de radio, on me propose naturellement de faire partie de ça et c'était une chance énorme. Et là, c'est parti. Enfin, c'est parti. Bah là, je commence à la télé alors que c'était pas du tout prévu, en tout cas en tant que chroniqueur. Et j'ai vécu ça comme une magnifique expérience. Parce que là, d'un seul coup, j'imagine qu'il y a une forme de... Est-ce qu'on est rassuré? Parce que vos parents ils croyaient pas trop, vous dites que vous payez pas d'impôts pendant je sais pas combien d'années, enfin il y a un moment de ah ça y est. Je sais pas si t'es rassuré, pendant longtemps j'ai couru après ça en me disant tiens j'aimerais bien arriver au palier où t'es rassuré, je pense que ce métier là est... C'est mort. Non c'est mort, t'es jamais rassuré. Et quand t'es rassuré c'est qu'il faut que t'arrêtes le métier parce que ça veut dire que t'as l'impression que c'est arrivé alors que c'est jamais arrivé. La plus grande des vedettes un soir, le lendemain t'es le roi des tocards et ça peut s'inverser aussi dans l'autre sens donc faut rester très, très humble. Oh, c'est très beau. Le poulpe qui est cuit pendant 12 heures, vous allez voir, on se rapproche du poulet. Régalez-vous, je reviens. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, il y a le moment Ruquier. Ouais. Premier grand moment, il y a le moment Hanouna. Ensuite. Ouais. Comment ça se passe? Hanouna, vous le connaissez d'avant? Bien avant. Ouais. Là, on est à peu près au moment où je commence le one-man show.
Et à l'époque, ma petite amie de l'époque travaillait à Comédie. Tu avais des animateurs tournants sur la grosse émission de Comédie. Et c'était en général 1 mois. Et après, tu avais un pot pour fêter le départ de l'animateur. Et moi, je venais au pot pour faire des rencontres et puis pour bouffer des petits fours et boire une coupe de champagne. Et ma petite amie me dit tiens, il y a un mec qui habite à côté de chez toi, parce que moi j'habitais le Pré-Saint-Gervais et lui il habitait les Lilas. Et il est très rigolo, il est stagiaire aux bandes annonces. Ok. Et c'est là où je tombe sur Cyril. Ok. Et donc, là, vous Cyril, avez quel âge? moi j'ai une trentaine d'années. Ouais. Une trentaine d'années. Cyril il a 4 ans de moins que moi. Et puis on sympathise assez vite. Et puis le mec est très étonnant, très attachant, très séducteur. Ouais. C'est-à-dire que le mec n'avait pas un spectacle, il avait déjà 4 producteurs qui étaient prêts à le signer. Ouais. Est-ce que vous arrivez encore à vous en souvenir du Hanouna que vous rencontrez au début? Ouais, je me souviens très bien avec ses casquettes Kangol. Et c'était la tchatch, quoi, la tchatch Cyril. Et donc, il voulait faire de la scène. Et je crois que je me demande si c'est pas moi qui lui fais faire sa première scène au Carré Blanc, où je l'emmène, il fait un sketch. Et puis après, les Robin des Bois quittent Comédie et on se met en tête de les remplacer. Donc on monte un petit spectacle qui était absolument lamentable. Et dont les bandes ont été brûlées. Et la vérité, c'est que Cyril m'a dit que les bandes avaient été brûlées. Et quand j'ai fait Touche pas à mon poste plus tard, il les a ressortis. Donc en fait, non, il les avait mis dans un placard, il voulait pas qu'on les voie. Mais ce qui fait que le rapport avec Cyril a toujours été sain. Pourquoi ? Parce qu'on s'est connus à l'époque où il n'y avait pas d'enjeu. T'as Cyril qui m'appelle et me dit voilà, je fais une émission 1 fois par semaine sur France 4 à 22h. Est-ce que tu voudrais y participer ? Je prends des conseils et puis des gens me disent tu peux pas. Je fais pourquoi tu peux pas ? Parce que en gros, tu as une espèce de hiérarchie. Tu peux pas passer d'animateur sur France 2 à chroniqueur sur France 4 à 22h. Ouais. Et je réfléchis et je me dis mais qu'est-ce qui m'empêcherait d'y aller à part un péché d'orgueil, quoi. J'intègre l'émission après la première saison sur France 4. Et je crois que, moi, j'y allais, j'ai l'impression que personne ne me regardait, quoi. Ouais. Donc, on est en lâchage complet, on est des outsiders véritables, et je crois que c'est ce qui a plu aux gens. Cette question, je vais la poser tout de suite. Est-ce qu'aujourd'hui, parler de Hanouna et de ce qui est devenu l'émission et tout, c'est un peu un problème, un peu stressant. J'ai l'impression que tous ceux qui en sont sortis, on fait attention, on ne touche pas pour plein de raisons, parce qu'il peut être susceptible, parce qu'on n'a pas envie d'être lié encore à ça. J'ai l'impression qu'il y a parfois une petite tension, quoi. Non, moi j'ai pas de problème. Franchement, j'assume tout ce que j'ai fait. Et tout ce que j'ai fait parle pour moi. C'est-à-dire que moi j'assume les moments que j'ai passés là-dedans. À un moment je suis parti, c'est parce que je m'amusais moins, j'ai l'impression d'être moins utile à l'émission et je me reconnaissais moins. Waouh. Ça c'est pas du poisson, ça. On s'est amusé à vous mettre un petit élément végétal. On a de la salicorne en fait, cette petite algue c'est l'algue verte qui est dans le fond. Ici le jus qu'on verse c'est un jus de pigeon, puisque vous retrouverez un pigeon ici rosé. En dessous, on a une petite truc sous la cendre, on appelle ça en fait, c'est de la pâte brisée et c'est une farce de pigeon à l'intérieur. Donc c'est très gourmand et on vient apporter de la douceur avec une crème de maïs dans le fond de l'assiette, crème de maïs, généralement un peu sucré. Exactement, ça a ramené toute la douceur et contrebalancé. Wow. Voilà. Amusez-vous bien. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit. Moi, touche pas à mon poste, je suis très serein, on peut m'en parler, j'ai pas de problème avec ça parce que les moments que j'y ai passés, la plupart c'était des moments où je me suis rarement amusé comme ça à la télévision. On était vraiment les sales gosses, on a fait des émissions, des primes dingues. Et il y avait une vraie bonne ambiance dans l'équipe, donc j'ai pas de problème. Après, ce qui est difficile, c'est quand tu es obligé de justifier des choses qui ne te concernent pas. Bah alors justement, il se passe quoi avec Jean-Michel Apathy ? Il faudrait lui demander. J'ai pas compris. Parce qu'il a écrit un livre sur Cyril Hanouna. J'ai pas lu le livre. En fait, il dit que vous avez diffusé une séquence qui avait fait polémique et qui avait fait perdre beaucoup d'argent, où Cyril se faisait toucher le sexe pendant la pub. Ah oui, dans les 4 tiers. Exactement. Et il dit qu'il vous a écrit et que vous lui avez pas répondu et qu'il se trouve ça dommage. Et des questions qui n'étaient pas très agressives, hein, d'ailleurs. Est-ce que vous regrettez ? Est-ce que vous auriez pas dû faire attention ? Enfin, c'est ce qu'il écrit dans le livre. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais par contre, j'ai vu qu'il m'avait nommé dans un tweet que j'ai trouvé hallucinant. Mais vraiment hallucinant, je suis tombé de ma chaise.
Et je me suis dit, il s'est trompé, c'est pas possible, parce que il fait un tweet où il commence sur l'horrible affaire Lola, et dans la continuité, il parle du traitement de cette affaire dans Touche pas à mon poste, et après il dénonce tous ceux qui ont, entre guillemets, selon lui, légitimé le système Hanouna, Marlène Schiappa, Ségolène Royal, Jean-Luc Lemoyne. Je me dis, qu'est-ce que je fous là, moi? Suite à ce tweet de Jean-Michel Apathy, j'ai reçu des messages haineux, gratos, avec des gens qui font ouais, c'est normal qu'ils te citent, t'as été la pute d'Hanouna et compagnie. Et je me suis pris une volée. Ouais. Le fait est que quand il écrit son livre, il m'a contacté en effet. Et j'avais pas envie, justement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je suis parti à 7 ans. Ouais. On me dit que Jean-Michel Apathy veut écrire un livre dessus et j'ai pas envie de répondre à une injonction en me disant tiens, viens parler d'un truc que tu as quitté il y a 7 ans. Oui, et comme il pose des questions, parce qu'il aimait les questions et le mail qu'il vous a envoyé. Et c'est vrai que moi je trouve non, que mais ces questions... il m'a pas envoyé de mail, il m'a envoyé un texto. Ou un texto d'ailleurs peut-être. Mais j'ai l'impression que ces questions sont assez légitimes et pas forcément violentes. Je ne savais pas ce que c'était ces questions, parce qu'il m'a envoyé juste un mail de prise de contact, un texto de prise de contact, basta. Il m'a pas dit. Vous n'avez pas eu des questions sur la suite? Pas du tout, je ne savais même pas de quoi il voulait me parler. Okay. Ah oui. Et le problème, c'est quelqu'un qui t'appelle, qui fait un livre à charge sur Cyril. Tu sais pas. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, moi qui se cherche l'un l'autre, il n'y a pas de souci, ils peuvent. Mais vous voulez pas être là-dedans? Bah non, s'ils ont un truc à régler entre eux. Parce que moi, ces questions, franchement, je les trouve intéressantes. Dire, par exemple, est-ce que vous, sur une séquence comme ça, vous vous rendez compte, par exemple, à l'époque, que ça peut être une connerie, que ça va trop loin, que. Avec la grille d'analyse de jury, oui, bien sûr, évidemment. Mais très franchement. Il faut se mettre dans le contexte, c'est-à-dire que c'est pas. C'est un truc lourdingue, potache, mais qui n'est pas fait sournoisement dans un couloir à l'abri des regards. Ça, c'est un truc que Cyril fait à l'époque pour faire rire le public devant lui. Heureusement qu'on évolue tous, c'est juste que tu ferais plus pareil. J'ai montré plein de trucs off parce que ça se faisait. Dans un esprit très potache et j'ai montré que des choses que je pensais présentables. Là, j'ai sans doute fait une erreur et l'idée c'était que c'est une blague lourdingue, mais c'est pas, il ne prend pas sa main pour le mettre dans son question, c'est juste vite fait, mais ça ne justifie pas. Mais il y a le public qui se marre et surtout il y a Capucine qui se marre. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout le monde est entre adultes consentants, une blague potache. Bon, après, ça, c'est toujours ça peut être, enfin je me fais l'avocat du diable, mais ça peut être une femme qui rigole parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle est sous une forme d'emprise. Et c'est pour ça que je te dis que aujourd'hui, le regard que je porte par rapport à ça ne serait plus le même. C'était une erreur à tous les niveaux. J'aurais pas dû le montrer, il n'aurait pas dû le faire. Dont acte, il a été puni pour ça. La chaîne a été sanctionnée de manière très spectaculaire. C'était incroyable. Ouais, on va y aller parce qu'on a un lieu à... Ah oui, on a encore un lieu. Je propose de prendre le dessert à la pâtisserie. Allez, on y va. Bah, nous, on y va à pied, on se rejoint là-bas? Ouais, carrément. Allez, impeccable. Vous aimez Paris? Ouais, j'adore Paris, même si... Quoi? Non, vous savez, non mais on a un gimmick dans l'émission, ce qu'on appelle le point H. C'est le point Hidalgo. Et donc, c'est le moment où les gens disent du bien ou du mal d'Anne Hidalgo. Alors le plus souvent, vous imaginez bien dans le sens dans lequel ça va. Non, j'aime Paris, j'aime le concept Paris, mais j'aime pas ce que c'est réellement. J'aime pas la violence de Paris. Oui, d'accord. Vous aimez l'idée? J'aime l'idée de Paris, j'aime... tu vois, par exemple... J'étais parti jouer un spectacle et quand je suis revenu, c'était les premiers jours des JO. Voilà, j'aime ce Paris-là, où les gens t'accueillent à la gare en disant mais vous voulez qu'on vous aide à vous diriger et où tu as l'impression que Paris est ce que tu fantasmes. Et on a réussi à faire pendant cette période des JO un Disneyland qui n'existe pas. Donc Paris est une ville que j'aime parce que j'y habite depuis longtemps. Même si maintenant j'ai quitté Paris, je suis en banlieue. Ouais. Mais concrètement, j'y viens de moins en moins, si ce n'est quand je suis obligé. Vous expliquez que votre frère a un handicap. Vous avez une 30 ans à en parler, moi ça m'intéresse tout particulièrement ce sujet parce que j'ai un frère qui a aussi un handicap, une paralysie cérébrale, et donc j'imagine que c'est à peu près lié avec ce que vous... Oui, c'est ça, oui. Ouais.
Quel est votre lien avec votre frère? C'est un lien qui a été longtemps compliqué. Et puis il s'est retendu par la force des choses. Pendant longtemps, mes parents en ont fait un secret de famille vis-à-vis de l'extérieur, pas vis-à-vis de nous, évidemment, ma sœur et moi. Et ils ne voulaient pas trop qu'on en parle. Moi, quand j'étais gamin, c'était terrible parce que j'ai grandi dans le secret, des secrets débiles, quoi. Les secrets, il fallait pas que je dise que mon père était flic, parce que je pense, années 70, on sortait de mai 68, et donc être fils de flic, c'était pas bien vu, et ils pensaient que j'allais être maltraité à cause de ça. Il fallait pas que je dise que mon frère était handicapé parce qu'ils avaient peur que les gens se moquent et que les enfants soient méchants. Et ce qui fait que toi, tu te construis et tu te dis, mais je peux dire quoi exactement? Ouais. Et c'est très déstabilisant pour un enfant, quoi. C'est très déstabilisant. Donc je me suis bâti là-dessus. Et donc pendant longtemps, ils se sont occupés de mon frère. Et puis on a pris le relais avec ma sœur parce que mon père est décédé il y a 3 ans. Et que ma mère aussi, elle est pas décédée, mais malheureusement, elle est plus en capacité de s'occuper. Donc finalement, ce lien, il est arrivé tard, mais quand vous étiez enfant, parce que est-ce que vous êtes construit aussi un peu en fonction de ça, en fonction de ça permet d'avoir une forme de recul sur la vie, d'avoir. Oui, quand tu traînes quand tu vas voir ton frère dans des centres où il n'y a que des enfants handicapés, au début tu comprends pas ce qui se passe. Je sais pas si toi c'est pareil pour toi. Je sais pas si ton frère vit dans ta famille où il est placé, je sais pas. Mais c'est ça, évidemment que ça te change toute une famille, et que quand t'es gamin et que il y a toute forme de handicap, et que moi ça me faisait peur parce que j'allais dans ces centres-là et tu avais des gens qui te chopent les cheveux, qui te tirent les cheveux, une violence physique que tu comprends pas. Tu te dis mais pourquoi on te crache dessus, enfin c'est des trucs que tu comprends pas, après évidemment que tu vois ce qui se passe et pourquoi ça se passe, et tu as un regard tout à fait différent, mais surtout très très vite tu te rends compte que t'as aucune raison de te plaindre, quoi. T'as une autre perception de la vie. Tu dis waouh, je suis debout, je peux raisonner, tais-toi et profite. Oui, et rien n'est grave. Non, rien n'est grave. Vraiment. T'es sûr que tu sais où on va là? Il m'a dit à droite au bout de la rue Richet, donc là j'y suis. Ouais, on est à 1 minute là. Voilà. Tac. Et ouais, 30 ans à en parler. En public, ouais. C'est-à-dire oui, que c'est ça. Très sincèrement, j'en aurais pas parlé si là c'était chez Frédéric Lopez et qu'il a pas un côté voyeuriste, tu te sens bien, et puis surtout j'avais pas envie qu'à un moment, dans cette époque de réseaux sociaux et tout, quelqu'un découvre ça et pense que c'était quelque chose que je voulais cacher. Oui. Parce que mon frère il fait partie de ma vie depuis ma première année, et c'est quelque chose qui m'a construit. Je me suis construit avec lui, et puis je me suis dit après, oui, parce que j'aime pas donner des leçons du tout, ouais. Tu vois, dans le spectacle, je vais vraiment au fond des sujets, je dis exactement ce que je pense sur plein de sujets, mais à aucun moment je dis aux gens vous devez penser ça. J'ai toujours, je donne des éléments pour que les gens se posent des questions, mais je vais pas plus loin. Et vous pouvez faire des vannes sur votre frère ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Mais l'idée c'est pas faire des vannes pour des vannes. C'est-à-dire que si j'ai une vanne que je trouve bonne, j'y vais. Ouais. Mais est-ce que, voilà, là c'est un sujet par exemple sensible. Est-ce que c'est un sujet qui peut un peu plus vous crisper que les autres? Ou non, vous arrivez à vous dire bah non, justement. Non, franchement c'est assez libérateur. Ouais. C'est assez libérateur. C'est-à-dire que je trouve que c'est des sujets, tu vois. On n'en parlerait pas, peut-être si toi-même t'étais pas touché par ce sujet aussi, peut-être que et puis tu t'aperçois que malheureusement ça touche plein de gens. Je dis malheureusement parce que c'est de toute façon ça te perturbe une vie de famille. Moi ma mère est Alzheimer, et donc c'est quelque chose, là j'ai pas trouvé l'angle d'attaque pour en parler, mais
Mais il est possible qu'un jour j'en parle sur scène, parce que c'est un sujet très concernant, et moi c'est quelque chose aussi qui a changé ma vie. Je vais sur tous les sujets, mais je me force à rien. Le jour où j'aurai trouvé l'angle que je trouverai judicieux et puis intéressant et concernant pour tout le monde. Et puis quand ce sera le moment, j'imagine qu'émotionnellement, des fois c'est pas le moment, ou c'est trop tôt, trop tard. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'attends. On entre? Comment on se retrouve? Je suis jamais venu à la pâtisserie, mais par contre j'ai été sur le site plusieurs fois. Ah oui, donc pour l'instant ce n'est que visuel et c'est l'imagination qui parle. Alors on peut choisir, là il y en a une. Là il faut choisir un choix cornélien. Ouais. Wow. Alors puis on va les partager, Jean-Luc. Je tenterais bien l'abricot moi là-bas. À panna cotta, abricot, crème d'amande, on est sur quelque chose de très sympa. Hein. Est-ce que Julien peut en choisir un aussi, non? Absolument pas. Un petit troisième quoi. Vous pouvez, hein. On les a laissés pour vous. Je suis fan du flan là. Ah le flan. Ah, T'as choisi celle-ci? Ouais. C'est notre best-seller. Ah bah tu vois. Merde, j'avais choisi. Le flan, c'est notre deuxième best-seller. D'accord. Et l'abricot c'est pas très bon. C'est le mais dernier. C'est le dernier. Comment t'expliques cette remontée du flanc? C'est une très bonne question. Qui est pleine de gourmandise. Ouais, c'est fou. Alors, moi, je pense que la remontée du flanc, c'est vraiment En vrai, c'est les trends. Pas mal les réseaux sociaux. D'accord. Tu sais, il y a eu un moment sur les réseaux sociaux, ils se mettaient tous à chercher le meilleur flan de Paris. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est parti. Vous faites une émission le samedi dans Rire. Ouais. Elle marche vachement bien. Super. C'est un petit cadeau, ça fait la 7e saison. Ouais. Et Mais les audiences sont assez dingues. On voit beaucoup de vieux sketchs, de vieilles chansons. Il y a un besoin de nostalgie des gens. ça rassure les gens. Et puis, moi, ce que je voulais pas, c'est faire de la nostalgie compassée, genre c'était mieux avant et tout. Ce que j'ai voulu faire avec l'équipe de prod, c'est, j'aurais dit, il faut que les gens aient l'impression de venir dans une bande d'amis. On revient toujours à la même chose. Toujours, ouais. Et de se dire, tiens, on est dans leur grenier et on redécouvre des CD ensemble, enfin plutôt des 45 tours pour le coup. Et on partage ça, c'est un truc de partage, vraiment, de partage. Et le truc le plus touchant que j'ai, c'est tous ces gens qui viennent me voir dans la rue, qui m'écrivent sur les réseaux, qui me disent à quel point on leur fait du bien parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a plus d'émission pour eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est un public qui est un peu laissé pour compte. Bah nous on y va. On y va aussi là-dessus ? Ouais. En même temps, je comprends le retour du flan quand je mange ça. Ben oui, mais c'est ça. On goûte l'abricot ? Abricot. Ouais. C'est très bizarre comme phrase. Vous avez vraiment l'esprit mal tourné. Non, mais tu vois, Ah, mince. c'est à cause Un de peu ça que cassé. dans quelques années, Jean-Michel Paty, Oui, vous avez pas. Oui. Ouais. c'est terrible. Pour du sport demain. Ouais. Ouais, je crois qu'il va falloir. Je vais me mettre au sport demain parce que. Ouais, il y a l'insert passion au milieu. On a de la noix de coco. Ça, j'adore ça. Et c'est marrant parce que le sésame donne un peu d'amertume, mais juste ce qu'il faut, pas trop quoi. Jean-Luc, c'est quoi la suite pour vous ? Vous avez fait de la télé, vous avez fait de la scène. Vous voulez continuer là-dedans, dans ces deux axes-là, de la radio, ou non, il y a d'autres envies, du cinéma, des choses comme ça ? J'aimerais bien le cinéma, après ça, c'est des endroits où tu es très dépendant du désir des autres. Donc, Il faut réaliser, vous écrivez. comme j'écris, je me dis que je vais aller au bout de l'écriture d'un scénar, je vais m'y remettre, ouais, j'aimerais bien. Là cette année je fais énormément de scènes et j'ai envie de continuer là-dedans. C'est là où je suis sans doute le plus épanoui. Et puis après c'est toujours dépendant, t'es dépendant du désir des gens aussi. C'est-à-dire que tant que les gens ont envie de te voir, tu continues. Souvent on parle de la retraite, c'est un des seuls Est-ce qu'un métiers. humoriste peut prendre sa retraite ? Non. Enfin, En général, de spectacle, de scène. Le problème de l'âge de la retraite pour les humoristes, c'est que c'est pas eux qui décident, quoi. C'est le public. C'est-à-dire qu'on peut devenir ringard, Bien sûr. dépasser, plus être dans l'air du temps, Tu plus avoir peux. d'idées. Mais tu vois, c'est ça que ça m'a apporté Samedi dans Rire, de m'intéresser à la carrière de grand monde de la chanson. Et ce qui est marrant, c'est qu'avec le temps, en fait, tout devient linéaire. Tu as l'impression que tout a été super simple tout le temps. Et quand tu t'intéresses à la carrière des grands artistes, hein, je parle de Johnny, de Eddie Mitchell et tout, c'est tous des gens qui, à un moment, sont devenus ringards,
ont eu des Oui. moments plus difficiles et ont su se réinventer et repartir. La difficulté, c'est le rebond, parce que on est dans un système en plus où souvent les gens te détestent pour les mêmes raisons qu'ils t'ont aimé. Merci beaucoup. Merci Thibaut. Bon, Et merci Florian merci surtout. beaucoup. Avec Ouais, plaisir. vous avoir nous a fait, régalé. Merci à vous. ce petit temps. À te faire. On va pas se mentir, parce que quand Julien va tourner la caméra, on va finir ça. Oui. Oui. Le problème, c'est que là, on va avoir un gremlin. Il va sauter sur son flanc. Il va sauter sur son. Il va perdre toute dignité. C'est dommage, hein. Ça se passait bien. Regarde, il tremble déjà. Ça va, il va poser la caméra.